Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Qui a peur de la transparence salariale? On posera la question à Laura Guberman, elle est directrice activité Work, Reward et Carrière chez WTW France. On fera le point avec elle à travers une étude passionnante. Les métiers non télétravaillables, on va en parler évidemment parce qu'il y a plein de secteurs où on ne peut pas télétravailler. Je pense à la restauration, on accueillera Sandrine Cambazard, elle est la directrice des ressources humaines du groupe, et Yannick Aleno, qu'on ne présente plus, qui est un groupe de restauration de luxe, et puis Christophe Charrier, directeur commercial de secteur alarme. Ben oui, les alarmes, ceux qui les posent, on ne peut pas télétravailler, vous l'aurez bien compris, on fera le point avec eux dans quelques instants. Et dans Fenêtre sur l'emploi, les compétences les plus prisées pour les managers. Oui, c'est quoi exactement ces compétences? On fera le point avec Boris Alanik, il est VP France de Coach Hub. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de la transparence salariale. Alors c'est un peu un angle mort, pour ne pas dire un sujet tabou dans les entreprises, c'est-à-dire afficher les salaires pour savoir combien est payé le collègue de bureau à côté, parce que c'est souvent des objets d'ailleurs un peu de jalousie, de cancan, de rumeurs, et on en parle avec Laura Guberman. Bonjour Laura. Bonjour. Vous êtes directrice activité Work, Reward et Carrière chez WTW France. Un mot sur cette entreprise d'ailleurs parce qu'elle a un spectre très large. Absolument, absolument. Donc WTW, c'est un leader historique en gestion des risques et gestion du capital humain. C'est à peu près 45 000 collaborateurs dans le monde, dont 2500 en France qui accompagnent nos clients tous les jours. Et à titre d'exemple, on travaille avec la totalité du CAC 40. À titre plus personnel, moi je suis consultante en organisation du travail et stratégie de rémunération globale, et donc simplement j'aide mes clients à définir la manière dont le travail est organisé pour répondre à leurs enjeux de croissance et de performance, et surtout la manière dont ils peuvent rétribuer ce travail de façon attractive, mais aussi bien sûr de façon équitable. Alors ce qui est intéressant chez vous, chez WTW France, et d'une manière générale, c'est que vous prônez la transparence salariale et que vous la prôniez bien avant la directive européenne de 2023 qui oblige les employeurs à fournir des informations sur les niveaux de rémunération moyens des salariés qui effectuent un travail identique, parce que c'est souvent là où il y a la tension. D'abord, chez vous, vous la prônez cette transparence ? Alors, chez WTW, effectivement, on a déjà en place un certain nombre de structures qui sont communiquées historiquement auprès des salariés. Donc, quand on parle de structure, on parle par exemple de grade. Donc ça, c'est des éléments qui sont déjà plutôt transparents en entreprise. Ce qu'on communique aussi aujourd'hui, c'est par exemple les niveaux de bonus, de rémunération variable, qui sont attenants justement à ces grades-là. Donc ça fait partie des choses effectivement qui sont déjà communiquées. Alors, entreprise américaine, me semble-t-il. Ouais, anglo-américaine. Anglo-américaine. Alors en France, ça c'est un chiffre qui va vous intéresser, 50% des entreprises déclarent que leur politique de rémunération n'est pas prête à être communiquée. Et ça, c'est votre source tirée de l'étude. Absolument. Il nous reste un peu de route à faire quand même encore. Absolument, absolument. Donc il nous reste même beaucoup de route. On sait qu'on a fait déjà beaucoup de progrès ces dernières années grâce aux différentes lois qui se sont succédées sur le sujet. Il faut savoir que l'égalité homme-femme, ça date du traité de Rome de 1957. Donc ça fait super longtemps qu'on en parle. Et donc on a encore beaucoup de chemin à faire. Et donc c'est pour ça que cette directive européenne sur la transparence des rémunérations, qui a été adoptée en mars 2023, va, je pense, révolutionner les choses plus que les faire évoluer. Alors, seuls 4% des organisations en France, toujours tirées de cette étude qui montre effectivement, je dirais, le caractère tabou de ce sujet autour de l'argent, 4% des organisations en France prévoient d'indiquer aux candidats la fourchette de rémunération pour le poste concerné, indépendamment des exigences réglementaires. Donc globalement, on se conforme à la réglementation et on ne va pas plus loin. C'est bien ça l'idée. Donc effectivement, quand on a interrogé les entreprises françaises en 2023 sur le sujet, c'est ce qu'elles nous ont dit. Après, il faut prendre un petit peu de recul aussi par rapport à ces chiffres-là, en sachant que le Parlement européen venait d'adopter la directive. Donc l'année 2023, si on tire un bilan rapide des derniers mois qui se sont écoulés, ça a été une année d'apprentissage surtout. Donc les entreprises, on va dire, ont digéré l'information, ont pris un peu de recul. Mais donc ce qu'on sait, c'est que là, depuis déjà quelques semaines et quelques mois, on reçoit de plus en plus de demandes, donc je pense que ça y est, le marathon est lancé. Juste un mot, parce que vous vous intéressez à ce sujet, je dirais même sur le plan sociologique, parce que c'est au-delà de l'aspect technique ou réglementaire, il y a un enjeu sociologique. Qu'est-ce que ça apporte à une entreprise, j'allais dire, d'afficher la couleur en matière salariale? C'est quoi l'utilité pour leur donner envie à ces entreprises françaises ?
Alors déjà parce qu'effectivement le sujet d'égalité homme-femme c'est un sujet d'actualité, ça fait partie de l'évolution des attentes qu'on observe, que ce soit de la part du législateur, donc ça on vient d'en parler, mais aussi des attentes de la part des salariés, des attentes de la part de la société de manière générale. Et donc effectivement la rémunération n'est plus le seul, si ce n'est le premier, le seul facteur de choix de la part des candidats aujourd'hui. Ils veulent se retrouver dans les valeurs de l'entreprise, ils veulent se retrouver dans la culture de l'entreprise et donc offrir des perspectives qui sont plus transparentes et plus équitable et le prouver, au-delà de le dire, il faut être capable de le prouver, je pense que c'est un facteur d'attraction et de rétention des talents clés. Et ce dernier chiffre, parce que cette étude est très riche, allez sur le site WTW France pour la découvrir dans son intégralité, parce que je sais beaucoup d'entreprises engagées, 42% de ces entreprises communiquent ou envisagent de communiquer l'intégralité de leur grille salariale, qui vient un peu matiner le chiffre des 50%. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des entreprises qui sont réellement engagées ou qui s'apprêtent à le faire. Absolument. Donc il y a des entreprises qui sont déjà très engagées pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'en France, on n'a pas que des entreprises françaises, on a aussi des entreprises internationales. On sait que la réglementation dans d'autres pays, comme par exemple les États-Unis, a déjà évolué. Il y a de nombreux États qui obligent les entreprises à communiquer sur les fourchettes de rémunération à l'embauche, par exemple. Et donc ces entreprises, généralement, quand elles mettent en place une démarche de transparence, elles le font dans une approche qui est globale. Elles ne le font pas uniquement sur quelques pays, elles le font de manière générale. Donc ça, c'est un des premiers éléments qu'on peut expliquer là-dessus. Et puis, parce qu'on a pu observer l'impact d'une démarche plus transparente et plus égalitaire en entreprise, encore une fois. Et donc, je pense que beaucoup d'entreprises ont vu à quel point ça pouvait être un élément différenciant de s'y prendre maintenant et non pas d'attendre Et donc, la fin. Deux marques employeurs pour attirer les talents, les femmes et les hommes, c'est important. Merci Laura Gruberman d'être venue nous rendre visite, directrice activité Work Reward and Career chez WTW France, avec cette étude que vous portiez sous votre bras. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est le cercle RH, le débat de Smart Job. Les emplois non télétravaillables. Oui, tout le monde, et on s'en souvient d'ailleurs pendant la période Covid, tout le monde n'a pas pu télétravailler ou partir à la campagne, se réfugier devant son ordinateur. Comment fait-on? Quelle est la situation de ces salariés? On en parle avec deux acteurs, justement, avec des métiers qui ne sont pas télétravaillables. C'est le cercle RH. Le débat de Smart Job pour parler de télétravail. Et d'ailleurs, en creux, pour parler des secteurs qui ne peuvent pas télétravailler. Oui, ça a souvent été réservé, on s'en souvient, pendant le Covid, au col blanc. Puis les premières lignes étaient évidemment en restauration, en sécurité, en sécurisation. Et on va en parler justement avec mes deux invités. Sandrine Cambaza, ravie de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes la directrice des ressources humaines chez Yannick Aleno, qui est un groupe, je précise, il n'y a pas que quelques restaurants, c'est un groupe de restauration. Combien de collaborateurs ? Alors, en propre, 250 collaborateurs et des restaurants et aussi du chocolat avec la marque Aleno et Rivoire. Exactement, vous avez raison. Il est très bon d'ailleurs ce chocolat. Et on parlera évidemment de toutes vos équipes, toutes les chaînes. Ça va du chef cuisinier jusqu'aux petites mains et qui sont dans le restaurant et qui travaillent pour accueillir les clients. Avec nous, Christophe Charrier. Bonjour Christophe, directeur commercial de Sector Alarme. Et d'ailleurs, c'est écrit sur votre suite. Entreprise de 900 collaborateurs, on l'aura compris, ce sont les gens qui installent, qui sécurisent et qui surveillent évidemment. Exactement. Site industriel et particulier. Alors, PME, petite entreprise, commerce et puis particulier, effectivement. Oui. Je commence par vous, Sandrine, parce qu'il suffit d'être allé dans un restaurant, alors pas forcément chez Yannick Aleno, même si n'hésitez pas à pousser la porte des restaurants de Yannick Aleno. Combien d'étoiles au total il a là? Ça fait combien? Alors, au total, on a 15 étoiles. 15 étoiles, oui, quand même. Voilà. Et au pavillon Le Doyen, 6 étoiles. 6 étoiles. 3, 2, 1. Voilà, quand vous rentrez dans ce bâtiment, voilà, il y a 6 étoiles. Concrètement, comment on fait dans un secteur dont on nous a beaucoup dit sur ce plateau, restauration, qui était sous tension, beaucoup de mal à recruter, comment vous faites aujourd'hui face à des collaborateurs qui vous disent « mais moi j'ai ma femme qui télétravaille à la maison, souvent ils ont des épouses », comment on fait dans ce secteur ? Alors, déjà, force est quand même de constater que le télétravail, quand on est en service, en cuisine, en salle, en sommellerie, c'est... Pas possible. Pas possible. Reste à voir le télétravail pour les fonctions support, qui reste quand même très peu plébiscité chez nous, soyons clairs, par souci d'équité. On est quand même avant tout dans des métiers de relations humaines. Et donc, on est quand même avant tout sur du présentiel.
Après, par contre, quelque chose de très fort que l'on met en place, c'est d'essayer de tendre vers le meilleur équilibre possible entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Parce qu'on connaît l'amplitude est grande. Voilà, l'amplitude peut être grande. Et donc, pour satisfaire l'ensemble, on a mis en place ce qu'on appelle le planning participatif. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, en 2 mots, c'est de savoir, pour le manager d'une équipe, de recueillir les souhaits de chacun de ses salariés et d'après combiner au mieux, si vous voulez, dans l'organigramme et dans l'organisation, pour que chacun puisse avoir, autant que faire se peut, cet espace qui lui est nécessaire pour son propre équilibre. Mais ça veut dire, par exemple, un célibataire n'a pas les mêmes enjeux en termes d'équilibre vie pro, vie perso qu'un père de famille qui a 2 enfants. Je parle de Noël, je parle des jours de l'an, je parle des soirées. C'est ces questions-là qui sont posées. Oui, absolument. Je crois qu'in fine, il faut quand même être juste. Et bien sûr, on va donner sur Noël souvent priorité à des papas ou à des mamans. C'est ça. Maintenant, sur le restant de l'année, je crois qu'il faut écouter tout le monde, chacun a droit à sa voix. Et si moi, je suis célibataire et j'ai mon cours de rugby à 18h30 tous les jeudis et que c'est super important pour mon équilibre, c'est d'essayer autant que faire se peut de satisfaire le besoin de chacun. Pour garder vos collaborateurs, et je sais que vous gardez vos collaborateurs. On essaye. Mais c'est important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de secteurs, notamment la restauration, où il y a un énorme turnover, et la qualité des restaurants Aleno, c'est aussi d'apporter cet engagement, on est d'accord. Oui. Chez vous, c'est pareil, est-ce qu'il y a des collaborateurs qui vous ont dit, écoutez, je trouve ça injuste, il y a plein de gens qui télétravaillent, et nous, on est obligés d'être sur site? Oui, alors pour les fonctions support, nous aussi, on a organise un peu le télétravail, mais les 3/4 de nos collaborateurs sont plutôt des commerciaux, des conseillers en sécurité, qui donc se rendent sur le terrain. Donc par définition, notre métier, nous aussi, c'est le relationnel. Donc ils comprennent bien l'enjeu de ne pas pouvoir télétravailler, mais d'être plutôt... nous, on télétravaille chez les gens, en fait. C'est notre métier, d'aller les voir, d'aller à leur rencontre. Donc non, on a assez peu de nos collaborateurs qui trouvent ça injuste, ils trouvent ça plutôt génial de pouvoir avoir un métier où voilà, on arpente les rues, on rencontre les gens, on est dans le relationnel comme vous l'avez dit, et ça c'est plutôt quelque chose de bénéfique pour eux. On est toujours dans le télétravail, il n'a pas disparu, il s'est même institutionnalisé. On est en train d'ouvrir un débat sur la semaine des 4 jours. Les DRH que vous êtes et directeurs commerciaux, c'est des sujets qui vous impactent. Comment ça se passe? Parce que vous pouvez très bien dire à vos collaborateurs, bon ok, en restauration, c'est pas possible, chez vous non plus. Par contre, on vous fait la semaine des 4 jours. C'est jouable dans un restaurant ou pas, qui est ouvert quasiment 7 jours sur 7? Alors c'est une réflexion qui est en cours chez nous, notamment pour notre restaurant Pavillon. On a réussi à le mettre en place en service, donc seulement en salle pour notre restaurant Prunier. Après, je pense que c'est une option, mais qui coûte aussi cher. Double équipe. Double équipe, voire plus. Plus, ouais. On est déjà, hormis les cadres, sur des horaires en continu, donc soit du matin, soit du soir. On a fait beaucoup d'aménagements aussi sur les horaires de nos restaurants. Par exemple, notre restaurant 3 étoiles. Moi, je suis arrivée dans le groupe il y a 8 ans, c'était ouvert 7 jours sur 7, midi et soir. Et aujourd'hui, on est ouvert 5 soirs semaine, du lundi au vendredi. Donc on essaie qui libère le week-end. Qui libère le week-end. Même chose à l'Abysse, fermeture les week-ends. Donc je crois que c'est une option tout à fait intéressante, mais qui reste très coûteuse et qui a d'autres leviers aussi à actionner. Et notamment sur le bien-être au travail. Je crois que c'est quand même quelque chose... C'est quand on est bien au travail, après tout, on ne vient pas voir sa DRH pour réduire ses journées de travail parce qu'on est engagé. Chez vous, le débat est posé. Cette question est posée, c'est semaine des 4 jours ou semaine en 4 jours, ce qui n'est pas tout à fait la même histoire. Ouais, nous, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on doit aller rencontrer les gens quand ils sont à leur domicile, donc à partir de le 18 week-end ou plutôt le soir. Et donc, en fait, l'organisation, elle se trouve plutôt dans la journée où nos collaborateurs trouvent le temps de pouvoir pratiquer un sport plutôt dans la journée, une activité personnelle. Ils ont la logique de pouvoir s'organiser par eux-mêmes. Donc ça, c'est un des vrais plus de notre métier, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment choisir leur planning tous les jours. Ça veut dire que c'est quoi? C'est un forfait, pour être un peu concret? C'est un forfait et le type peut aller faire un match de tennis de 10h à midi. Par contre, à 18h jusqu'à 21h, il est chez le client, on est d'accord? Oui, non, nous, ils sont VRP non exclusifs dans notre d'accord. Dans la fonction en tout cas commerciale. Et donc en fait, ils ont l'organisation complète de leur planning. Évidemment, comme vous, les gens mangent à une certaine heure, chez nous, ils sont présents à une certaine heure. Donc le potentiel de les rencontrer, c'est plus le soir et le week-end. Mais en dehors de ces activités-là, et de ces horaires-là, ils peuvent pratiquer toutes les activités qu'ils le souhaitent. Et on trouve on a un franc succès auprès des jeunes qui voient dans leur capacité d'organiser leur propre planning dans la journée un certain intérêt en tout cas. On est bien d'accord que vos commerciaux non exclusifs
exclusifs, si j'ai bien compris, oui. sont reliés par l'entreprise en CDD, en CDI. En CDI, tout à fait. En CDI, mais ils ont la capacité de pouvoir être commerciaux pour d'autres marques. Exactement. On est d'accord. Exactement. C'est compliqué ça pour vous aussi à gérer en plus? Non, parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on s'en sort bien, vu que chez Sector Alarme, ils trouvent tout la structure, l'accompagnement, la formation, les fonctions support. Et donc, en fait, on a, je pense, quasi l'intégralité de nos commerciaux qui s'épanouissent pleinement avec la carte Sector Alarme. Mais ça ne répond pas à ma question de la semaine des 4 jours chez vous. Est-ce que, par exemple, vous dites on peut arrêter le vendredi pour libérer le vendredi, on met le paquet du lundi au jeudi? Est-ce que ça, c'est une demande ou est-ce que plutôt ça les arrange pas, pour le dire un peu directement? Non, alors ils peuvent le faire, ils ont le choix de le faire puisqu'ils sont complètement autonomes, encore une fois, dans l'organisation de leur semaine et de leur journée de travail. Et c'est une demande qu'on a assez peu finalement, parce que je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, mais quand on prend beaucoup de plaisir au travail et que tout se passe très bien, mais en fait on ne se pose pas cette question de cette manière-là en tout cas. Nous on a assez peu de demandes de ce point de vue-là. Sandrine Cambazard, alors là vous êtes dans un groupe de restauration de luxe, vous allez y rester peut-être toute votre carrière, ou un jour vous irez peut-être dans une autre entreprise, vous serez DRH dans une entreprise, vous aurez des revendications autour de la semaine des 4 jours et du télétravail. Là aujourd'hui, des 250 collaborateurs, ils la demandent la semaine des 4 jours, ou c'est plutôt vous qui, j'allais dire, anticipez la demande en disant, après tout, pour améliorer encore les qualités de travail, on y va? Ou est-ce que c'est une demande qui venait, j'allais dire, des salariés? Alors très honnêtement, ils ne le demandent pas. Par contre, nous, c'est une réflexion quand même que l'on mène. Mais ils sont un petit peu dans le... Peut-être happés aussi par le quotidien, mais qui finalement convient. Donc des fois, il ne faut pas chercher trop la petite bête tant qu'elle n'est pas encore... tant que le souci n'est pas encore avéré. C'est quand même une réflexion et une démarche plus globale au-delà du 4 jours, 3 jours, de comment est-ce qu'on améliore toujours et encore le quotidien de nos salariés. Parce qu'il faut être allé dans vos restaurants. D'abord, certains de vos restaurants, on voit les cuisiniers à l'œuvre. Donc on les voit physiquement travailler, se concentrer sur une sauce, sur un plat. Et c'est absolument fascinant de voir la passion qui les habite. Mais vous dites, on fait tout pour améliorer leur qualité. C'est quoi? C'est une fois que le service est fini, on a une salle de repos, on peut, je sais pas, jouer au flipper, on peut se détendre. C'est quoi l'idée de tout ça? Parce que c'est intense quand même un service. Hein. Oui, c'est intense. Alors on met en place notamment des séances d'ostéopathie offertes aux salariés. On a un ostéopathe qui vient tous les 2 mois et sur prise de rendez-vous, il est sur place au pavillon Le Doyen dans un salon. Donc ça, c'est pour ce... Et les salariés, ils vont, poussent la porte? Oui, énormément. Ah ouais. Très. Quand on voit la manière dont ils sont courbés, recroquevillés. Oui, c'est très apprécié. Bon, après, j'ai la chance, ils n'en sont pas toujours assez conscients. C'est pour ça qu'on a aussi ce devoir d'éducation aussi, de prendre soin de soi. Parce que quand on est jeune, on a 20 ans, on est un peu invincible. Et puis c'est après que les problèmes peuvent arriver. Donc c'est intéressant d'être dans le préventif. On a aussi une coach de vie qui vient tous les 15 jours au pavillon Le Doyen. Là aussi, ça peut être sur un rendez-vous complètement anonyme, confidentiel, ou pas, pour évoquer des problématiques potentielles de la vie professionnelle ou de la vie personnelle qui peut impacter. Parce que... Anonymisé, c'est-à-dire qu'ils ne remontent pas chez vous? Oui, absolument. D'accord, donc c'est une gestion vraiment face à face, dans un moment intime. Oui, et pour être là encore dans le préventif et pas dans le rôle trop souvent malheureusement frustrant de la DRH où le problème arrive sur le bureau et c'est trop tard. Et la personne vous dit j'en peux plus, je m'en vais. Exactement, ou pour d'autres raisons d'ailleurs. Et ça, vous sentez que ces outils, justement parce que ces salariés sont en présentiel et non pas les avantages du télétravail, vous avez réussi à réduire ces départs un peu précipités? Oui, vous le sentez? Je crois que c'est un ensemble. Il faut déjà être très bien entouré. La qualité de nos managers qui doivent être de vrais leaders, qui doivent être à l'écoute, qui doivent être accessibles, plus ces petits outils-là que l'on a mis en place contribuent effectivement à réduire le turnover. Donc vous avez des commerciaux, parce qu'on entend bien que ces gens vont à l'heure du repas faire ding-dong pour vous expliquer où on va mettre les caméras. Et puis aussi les installations, il y a aussi ceux qui installent. Bien sûr. Là aussi, vous dites, parce que c'est l'installation, c'est un métier manuel, il faut percer, il faut trouer. Ce sont les mêmes, ce sont des ils font les deux. Qui font la... Donc ils font le diagnostic et ensuite vont venir installer. Tout à fait. Là aussi, sans vous challenger,
Vous avez des outils ou pas? Je vous ai vu, vous êtes dit, c'est pas bête ça, cette idée d'ostéo. Non, il y a plein de choses intéressantes et c'est toujours une de nos valeurs. Il y a un échange qui se passe sur ce plateau. Une de nos valeurs chez Sector Alarm, c'est la capacité de vouloir toujours s'améliorer. Donc voilà, ça fait partie aussi des choses de regarder ce qui se fait ailleurs. Non, nous, je crois qu'on essaye de mettre vraiment en place une structure pour nos collaborateurs pour qu'ils puissent grandir avec l'entreprise. On est une entreprise assez récente et en 5 ans, on a multiplié le nombre de nos collaborateurs par 7 pour être aujourd'hui 500 sur le terrain et 900 en France. Donc on grossit très vite, on grandit très vite et donc il y a des opportunités de carrière qui sont importantes chez nous, ce qui aussi est un moteur de rétention assez fort et c'est aussi pour ça que nos collaborateurs, je pense, s'investissent. On investit beaucoup de temps et d'énergie au niveau managérial aussi pour mettre un climat favorable justement à la discussion. Voilà, donc ça me faisait beaucoup sourire tout à l'heure le participatif parce que c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place. On est Great Place to Work, donc on sait qu'on a beaucoup de demandes. On demande beaucoup à nos collaborateurs et en échange, on essaie de leur mettre un cadre qui leur permet de s'épanouir et encore une fois d'avoir une perspective. Je crois que c'est important aussi. On parle de la semaine de 4 jours, mais il y a beaucoup de nos collaborateurs qui aujourd'hui sont plus dans une volonté de vouloir construire une carrière. Grandir, réussir, améliorer leur salaire. D'autant plus qu'en ce qui concerne le secteur alarme, on recrute vraiment sans aucune préoccupation, sans aucun avis sur le CV. Juste avant de nous quitter, c'est un secteur, alors la restauration, c'est un secteur, quand on les voit travailler, il faut une formation. Enfin, c'est extrêmement pointu, c'est vraiment de l'art à certains niveaux, mais chez vous, on se dit, j'ai un peu échoué mes études, je vais me faire des alarmes, quoi. Bien sûr, enfin, on peut avoir ce... Non, mais c'est un tremplin et un levier de promotion. On a eu aussi beaucoup de personnes de la restauration à la suite de la pandémie qui ont cherché, parce qu'on a eu beaucoup de gens qui ne voulaient plus travailler en restauration, puis sont venus travailler le week-end chez nous. Mais ils n'ont pas eu le choix, finalement. Ils pensaient qu'ils ne bosseraient pas le week-end, mais ils allaient quand même chez les clients le week-end. Mais c'est vrai que voilà, on est moins technique et on est moins dans l'art que la restauration. Mais en revanche, on a toute une structure de coach. On a notre propre école de formation, la Sector Y Academy, qui en fait permet à n'importe quel collaborateur qui a envie de changer de formation, de se donner une deuxième chance, de pouvoir trouver chez nous la possibilité de répondre à ses attentes. Sandrine Cambazard, l'engagement vient aussi, je dirais, du caractère luxueux, premium de ce que propose la restauration Aleno. Ça joue, ça, cet élément-là? Oui, ça joue. La fierté d'être chez Aleno. La fierté de travailler pour Yannick Aleno, c'est évident. Sur le CV, c'est pas rien? Oui, bien sûr, c'est pas rien. Après, ça suffit pas. Au jour d'aujourd'hui, ça suffit pas. Donc, c'est un combo et comme vous le dites très justement aussi, les capacités d'évolution, de pouvoir grandir, les promotions. Voilà. Valorisons le travail plus que le loisir. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que c'est un peu une espèce de ligne de crête sur laquelle on est depuis quelques temps. Je pense qu'aujourd'hui, surtout quand on s'attache à recruter des jeunes collaborateurs, on a besoin de leur donner un sens et faire un métier qui a du sens. Alors, le métier de l'art de la table, je pense que ça va de soi. Pour nous, on met en protection des familles. C'est quelque chose qui a une grande valeur chez nous. Et beaucoup de nos collaborateurs, en fait, prennent beaucoup de plaisir et sont très fiers du travail qu'ils font. Et je pense que la fierté au travail, c'est un élément important. On finit sur ce mot-là. Vive le travail, en fait. C'est ça que vous êtes venu nous dire. Vive le travail et le travail bien fait. Je pense à tous vos chefs et à tous les commis qu'on voit dans vos restaurants et c'est effectivement impressionnant à regarder. Merci Sandrine Cambazard, j'allais vous appeler Sandrine Charrier, directrice des ressources humaines chez Yannick Aleno, 250 collaborateurs et il y avait 15 étoiles sur la table quand même. C'est impressionnant. Et merci à vous Christophe Charrier, directeur commercial Sector Alarme, une entreprise en plein boom, 900 collaborateurs, on l'a entendu. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, pour s'intéresser aux managers et s'intéresser à leurs besoins, parce qu'on a beaucoup de débats sur les managers veulent arrêter, ils ne veulent plus être managers, c'est trop dur. De quoi vraiment ont-ils besoin les managers et quelles sont les compétences les plus prisées? Est-ce que c'est les hard skills ou les soft skills? Et on en parle évidemment avec Boris Alanik, VP France de Coach Hub, et vous faites donc du coaching, comme son nom l'indique, coaching des managers. C'est bien ça votre métier? Exact, coaching de manager entre autres, et merci de me recevoir pour parler de compétences aujourd'hui. Effectivement, nous on est le leader français et international du coaching professionnel, et on a une ambition, c'est de démocratiser justement le coaching professionnel en le digitalisant
pour libérer le potentiel des managers. Et donc concrètement, c'est une plateforme digitale qui réunit 3500 coachs partout dans le monde au plus près des enjeux de transformation des entreprises. Asynchrone ou synchrone ? Alors synchrone. Effectivement, on fait du coaching synchrone, c'est-à-dire qu'on met bien en face de chaque manager ou salarié qu'on accompagne un coach professionnel qui va parler la même langue, qui va être présent sur la même zone de temps pour pouvoir faciliter les échanges. Non, mais c'est important de le préciser parce qu'il y a aussi des structures en formation digitale qui sont en asynchrone et qui laissent en fait le manager avec son téléphone et parfois sa grande solitude. Là, la personne est vraiment connectée avec le coach et ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils vous réclament, les managers, aujourd'hui? Ces fameux managers dont on dit qu'ils sont désespérés, en crise, télétravail, génération Z, enfin tous les sujets qu'ils ont devant eux, plus les enjeux économiques, business. Alors, ce qu'ils réclament déjà, c'est de l'accompagnement et donc un effort des entreprises pour leur permettre de bien faire leur job de manager, puisqu'en fait, on n'attend plus des managers qui soient le meilleur leader technique, mais on attend bien qu'ils soient des leaders, qui soient fédérateurs pour leur équipe. Et des coachs même, dit-on. Alors, et aussi des comportements de coach, donc d'avoir des vraies qualités et des comportements de coach. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent, il y a ce que veulent les managers, mais c'est ce que veulent finalement les collaborateurs de ces managers. Et il faut arriver à confronter finalement tout ça. Et aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a 3 choses principalement sur lesquelles ils veulent travailler. Et nous, c'est ce qu'on voit sur la plateforme, c'est finalement comment on les aide à réduire le stress. Et ce qui les aide à réduire le stress, c'est notamment de bien les aider à gérer les conflits, c'est de bien les aider à gérer leur temps, et c'est de bien les aider à réguler leurs émotions. Ça, c'est 3 sujets qui sont passionnants parce qu'on est vraiment dans la soft skills et on voit qu'un manager est souvent jugé non pas sur ses compétences techniques, par ses collabs, mais par la manière dont le manager a tout simplement pu répondre parfois maladroitement, agressivement ou en regardant son téléphone. Enfin, ça semble être un détail, mais c'est fondamental dans le vivre ensemble dans l'entreprise. Alors déjà, je trouve que c'est pas une mauvaise nouvelle d'être jugé non plus sur ses compétences techniques, mais sur ses compétences de leadership. Sauf quand on regarde son téléphone. Alors sauf quand on regarde sur son téléphone, mais ça c'est des comportements, des attitudes qu'on peut gommer, et c'est tout l'intérêt aussi du coaching pour cela, c'est-à-dire que à l'inverse de formation où on est dans une posture finalement basse quand on est coaché, quand on est formé, où on a quelqu'un qui vient nous dire comment faire, là le coach il va vous poser systématiquement des questions pour permettre de réaliser vous-même finalement quelles attitudes et quels comportements adopter pour avoir quelque chose de positif et du leadership. Et c'est ça qui permet derrière finalement la mise en pratique et la mise en action de nouveaux comportements et attitudes dans le temps. Alors vous allez me dire, Boris, qu'il n'y a pas d'échec chez Coach Hub, mais on sait qu'il y a des managers qui sont des pointures techniques, mais dont on sait dans l'entreprise qu'ils n'ont aucune capacité à embarquer, à communiquer, à même faire le moindre café collectif avec son équipe. Comment on fait avec cela? Alors déjà, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas d'échec, parce qu'il n'y a jamais exacte, 100% de réussite. On est d'accord. Et ça dépend de la volonté du manager, déjà, d'être coaché. Parce que, en fait, pour faire mieux, il faut avoir envie de faire mieux, déjà. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut avoir aussi les bonnes modalités qui sont mises à disposition de la part des entreprises. Et alors, d'ailleurs, il y a un petit changement par rapport à ça. Historiquement, le coaching, c'était un peu vu comme le dernier moyen d'aider quand je suis nul en tant que manager. C'est le dernier moyen de réduire... Prends-lui un coach. Voilà. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une logique beaucoup plus positive, justement, de comment j'accompagne la majeure partie des managers à être de meilleurs managers au quotidien. Donc voilà, au contraire, il y a une approche beaucoup plus positive. J'allais dire plus anglo-saxonne d'ailleurs, sur l'idée du coach. Avant, le coach était un peu... Il boite un peu, on va lui mettre un coach. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle à des dirigeants, ou même des managers ayant des responsables, ils ont tous quasiment un coach. En fait, si c'est bon pour nos dirigeants depuis 30 ou 40 ans, il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas bon pour l'ensemble des managers, quelle que soit la strate, ou même pour les collaborateurs qui sont des contributeurs individuels. Donc forcément, c'est bien, et c'est tout l'intérêt de le démocratiser en le digitalisant et en ayant cette communauté mondiale. Digitaliser et, on le redit, avec un coach vraiment en face de vous. Alors vous n'allez pas pouvoir le toucher ni l'embrasser, mais vous allez pouvoir lui parler réellement. Exactement. Il y aura de l'interaction. Très forte. Merci Boris Alanick d'être venu nous rendre visite, VP France de Coach Hub. On l'aura compris, un hub, une plateforme avec 3500 coachs et des coachs qui vont vous accompagner. Merci, c'est un vrai plaisir de vous avoir invité. C'est la fin de notre émission. Merci à vous. Merci à toute l'équipe qui était derrière en coulisses. Je remercie Enrel à la réalisation. Merci à Thibaut au son. Merci à Nicolas Juchat, évidemment. Et merci à Alexis pour l'équipe de programmation. Merci à vous pour vos messages et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.